accueillir sur la scène du Déclic, Pascal. Merci. Alors, je le disais, vous êtes président de CTI, président de Reworld Media, qui est un groupe de presse que vous avez constitué fin 2012, c'est ça. Comment est-ce que vous avez démarré, Pascal? Racontez-nous. Je parle du passé? Ouais. Bon, alors moi, je vais faire plaisir à pas mal de gens. Ici, je suis un ingénieur d'EPITA, alors voilà, merci. Ah. J'ai démarré dans l'informatique, donc vous voyez, j'en fais encore beaucoup. Ouais. Donc c'est très bien. Et puis finalement, après, ça a évolué dans pas mal de domaines, dont le domaine des médias. C'est tout? Bah, tu veux que je sais pas que Bah oui, parce que ça c'est les études, mais après du coup comment ça s'est toute l'histoire. Bah, en fait, si on regarde sur le parcours professionnel, ça a d'abord démarré plutôt dans la partie logicielle, hein, en venant de l'informatique, c'est normal. Et très vite par la création d'entreprise. Puis après l'édition logicielle, je suis parti plutôt dans le domaine du service, et c'était le début du web et les parties de web agency, et puis ensuite du marketing digital. Et puis voilà, quelques années après, maintenant c'est dans le domaine des médias. Mais finalement, ça doit représenter une bonne vingtaine de structures qui ont été créées depuis pas mal d'années. Vous avez sauté une petite étape quand même qui est importante, c'est que vous avez travaillé à la direction générale de l'armement, il paraît. Oui, alors moi j'ai eu la chance quand j'ai démarré, il y avait encore l'armée, donc j'ai eu la chance de faire l'armée et travailler pendant 2 ans dans cet univers. Voilà. Ça vous plaisait du coup à l'époque? Oui, c'était super, c'était très bien ça. C'est une belle expérience pour un ingénieur, et puis ensuite il faut savoir évoluer. Savoir évoluer, parce que je pense qu'à l'époque, d'après ce que j'ai perçu de vous en tout cas, vous aviez quand même une fibre autre que le fait de rester, j'allais dire, un peu statique comme ça dans ce genre de métier. Je me trompe ou pas? Oui, ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a... Alors c'est assez d'actualité aujourd'hui, tout le monde a envie de devenir entrepreneur. Il y a une vingtaine d'années, les gens, je voyais beaucoup plus dans une carrière dans les grands groupes. Alors moi je suis ravi qu'aujourd'hui c'est évolué, et finalement cette notion un peu entrepreneur, ça donne cette capacité de vouloir se prendre en main, de faire des choses différentes, et c'est ça qui est intéressant. Comment elle se matérialisait à l'époque, cette fibre entrepreneuriale que vous avez? Parce que vous étiez jeune. Je crois que c'est ça, c'est être différent, faire des choses que l'on ne voit pas partout, prendre son destin en main, se dire finalement qu'on n'a pas une carrière qui est toute lissée, et que ce qui va se passer demain, c'est des choses qu'on aura créées soi-même, etc. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un côté financier des fois qui est intéressant, de se dire bah, finalement si ça marche, ça donne plus de capacité. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous disait à l'époque justement quand vous étiez à la direction générale de l'armement? On vous disait reste avec nous, ton avenir est tout tracé. C'était un peu le discours ou pas? Non, mais quand on sort d'une école d'ingénieur, généralement on vous dit ta carrière est assurée, alors, ce qui est très bien. Mais enfin, dans mon cas en tout cas, c'était plutôt inquiétant, parce que justement ce que je voulais pas, c'était de savoir ce qui allait se passer dans 20 ans et de créer justement ce futur. Et ce qui vous motivait à l'époque, et ce qui vous motive, ce qui vous alimente aussi peut-être aujourd'hui, est-ce que c'était précisément la prise de risque ou pas? Oui, c'est toujours ça. Ouais. C'est toujours ça, et à partir du moment où il y a un truc qui marche, je trouve que c'est toujours intéressant de se remettre à risque. Et c'est l'envie d'innover aussi, j'imagine. Oui, c'est l'envie de changer les choses, et c'est l'envie de jamais s'endormir, et de faire en sorte que ce qui marche, bah, c'est bien, mais il vaut mieux essayer de s'adresser sur des choses qu'on peut transformer, qu'on peut changer, ou on peut innover. Mais on va pas se mentir quand même, Pascal, tout ça, ça peut faire peur aussi, quelque part. Oui, mais c'est ce qui motive, bien sûr. Après, tout dépend comment est-ce qu'on analyse la peur. Moi, je trouve que cette prise de risque, c'est beaucoup plus vu comme un stimulant. Et puis d'autres vont surtout ne pas y aller parce que justement, cette notion du risque va les effrayer. Moi, je pense qu'au contraire, ça motive. Mais ça veut dire que vous étiez quelque part certain de réussir aussi à l'époque? Ouais, alors après, chacun peut avoir une conviction différente. Moi, j'ai toujours eu une conviction forte dans le fait que les choses peuvent arriver à partir du moment où on met l'énergie pour que ça arrive. Et j'ai toujours la même conviction et énergie. Quand je pense qu'on a envie de faire quelque chose, ma foi, on se lance. Et s'il y a la bonne énergie, ça marchera. Quand je vois ici l'énergie qu'il y a avec des jeunes qui ont des projets, finalement, c'est ça, il faut continuer, il faut persévérer avec l'énergie, et finalement, ça finit par marcher. Persévérer, ça veut dire appliquer aussi la pensée positive, quelque part? Oui, c'est aussi ça, c'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Tout est compliqué, mais finalement, ça crée des opportunités. Et quand vous vivez dans un écosystème, et ce qui est le cas en ce moment où l'économie est en train de changer sur pas mal de paramètres, il y a ceux qui disent non, c'est quand même dommage, il faut mieux rester parce que depuis 20 ans c'est comme ça. Et puis d'autres qui vont dire non, au contraire, profitons-en, les choses vont changer, je veux être un acteur du changement. Ça permet de le partager aussi avec les autres, du coup, c'est ce que vous voulez dire? De toute façon, c'est obligatoire. Hein. Dès l'instant où on s'inscrit dans une dynamique comme ça de changement, il faut vraiment partager avec des gens de tout âge autour de soi, et surtout des gens qui ont envie de changer, et surtout pas des gens qui ont envie de préserver des acquis qui n'ont plus lieu d'être. Alors en 94, vous montez Texel, éditeur de logiciels. En 97, c'est le début des web agencies, on est en plein dedans. Vous créez donc OSD, que vous revendez ensuite en 2000. En 2003, vous devenez ce que vous appelez en tout cas intérim CEO. Qu'est-ce que c'est? Non, mais
pour ceux qui se souviennent, dans ces périodes un peu 2000-2003, c'était l'après-crise Internet et finalement il y avait beaucoup d'investissements qui avaient été faits dans plein de secteurs, beaucoup de technologies qui n'avaient pas lieu d'être. Et donc il y avait un gros travail en fait pour restructurer les sociétés. Et les fonds d'investissement qui avaient mis beaucoup d'argent cherchaient souvent des gens qui avaient un peu d'expérience et qui étaient capables de faire ce travail d'intérim PDG, on va dire, où pendant quelques mois il faut faire le métier de nettoyeur en disant il y a quelques bonnes idées mais on ne sait pas où elles sont. Il faut aller ranger, nettoyer, fermer ce qui ne marche pas et essayer de préserver et de revaloriser les quelques actifs qui ont de la valeur. Ensuite, vous reprenez NetBooster jusqu'en 2011, date à laquelle vous vous rendez compte en fait que les groupes médias en France ne comprennent pas vraiment ce qu'est Internet, très concrètement. Donc vous montez à ce moment-là, on en parlait tout à l'heure, Reworld Media. Est-ce qu'à chaque nouvelle aventure, vous vous êtes retrouvé, j'allais dire, face aux mêmes freins, face aux mêmes contraintes au fur et à mesure dans votre parcours professionnel ? Ouais, je ne sais pas si à chaque fois il y a des freins et des contraintes, il y a des enjeux, des débats où on se dit tiens finalement on va gravir la montagne, on ne sait pas par quelle face commencer. Mais à chaque fois, finalement, c'est le même jeu en se disant tiens, il y a un truc nouveau et on va essayer d'y arriver. Et après, chaque secteur a des spécificités, des différences, des innovations, etc. Dans le secteur des médias, ce qui était intéressant, c'est que c'est un secteur qui a beaucoup évolué vers la technologie. Je pense que c'est un univers technologique aujourd'hui. Et avec des gens qui venaient essentiellement avec du contenu, essentiellement une culture journalistique, finalement, ils sont complètement paumés dans cet environnement technologique. Et finalement, et les annonceurs, eux, de l'autre côté, ont bien aimé ces approches technologiques parce que ça leur permet de mesurer de façon extrêmement précise la performance des dispositifs qui vont être en place. Donc ça a évolué, c'est comme ça, et donc ça a transformé complètement un marché. J'aimerais aussi avoir votre avis sur la notion d'échec, parce qu'on en a beaucoup parlé aussi depuis ce matin sur le plateau central. Beaucoup des autres intervenants qui sont venus nous en parler, en tout cas, nous ont dit qu'il fallait savoir transformer l'échec et que finalement ça n'avait rien d'anxiogène, mais que c'était plutôt très positif. C'est votre avis aussi ? Oui, alors je pense que cette culture de l'échec, c'est vraiment ce qui fait avancer. Parce qu'encore une fois, dans un projet, on va dire que c'est assez facile lorsqu'on a de la chance, mais on progresse beaucoup plus avec les échecs qu'avec ses réussites. Mais faut-il encore savoir les analyser et les positiver et puis redémarrer. Mais il faut des échecs pour avancer et à tout niveau, quand on démarre et même quand on est plus gros. Même aujourd'hui, dans ma société où on est un peu plus gros, on va dire, on continue à cultiver ça et chaque mois, on va faire un peu des réunions dans lesquelles on commence d'abord par présenter ses échecs en disant voilà ce que j'ai fait pour être sûr que les autres ne le refassent pas et voilà pourquoi j'ai merdé et puis voilà ce que j'en ai tiré comme enseignement. Et puis après, on va aussi partager les coups de chance. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est de partager justement les points qui étaient difficiles pour être sûr que les autres ne vont pas les refaire. J'en reviens au secteur du digital, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui ici sur le déclic. Pour vous, dans le contexte actuel, quelle qualité est-ce qu'il faut avoir pour devenir entrepreneur dans le digital, plus précisément ? Voilà, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a dans le digital et puis entrepreneur. Dans le digital, c'est probablement le seul secteur dans lequel il y a une croissance qui est très importante et dans lequel il y a beaucoup il y a du recrutement, vous le voyez ici, il y a une vraie dynamique, etc. Donc finalement, c'est un bon secteur. Après, ça reste compliqué parce que c'est un secteur qui bouge beaucoup, mais encore une fois, je vais vous dire que ça crée des opportunités. Le côté entrepreneur, ensuite, c'est qu'une histoire d'énergie. À partir du moment où vous avez l'envie de faire des choses différentes, dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'il faut y aller. Et ma seule vision de tout ça, en fait, c'est de dire finalement quelqu'un qui veut entreprendre dans le digital, déjà il a raison, c'est probablement là qu'il faut entreprendre. Et puis ensuite, à partir du moment où il va mettre l'énergie qu'il faut pour y arriver, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et en tout cas, voilà, tout est possible. Ce que vous dites est vrai, mais en même temps, c'est vrai qu'on parle de digital, c'est ce que vous dites, ça va très très vite. Donc ça veut dire que finalement, la durée de vie des produits, elle est quand même assez réduite. Ça peut faire peur aussi, ça quand même, non ? Pas pour des jeunes. Finalement, pour des jeunes, nous avons un avantage. Enfin, les jeunes ici, j'en fais plus partie malheureusement, mais pour les jeunes aujourd'hui étudiants, ils ont un avantage, c'est qu'ils n'ont pas d'habitude ou de frein. Jamais un jeune étudiant vous dira ah non, on m'a dit qu'il y a 10 ans c'était comme ça. Ils arrivent, ils sont vierges quelque part sur le marché, et donc on dit un peu c'est digital native, ça veut dire qu'ils ont appris comme ça, et donc ils n'auront aucun frein. Et ça c'est bien. C'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui a une expérience de 10-20 ans et qui doit changer sa mentalité, transformer sa façon de faire. Et la culture du changement, plus les années passent, plus c'est difficile. Alors que tout jeune comme ça pose aucun problème. C'est la capacité aussi à se remettre en question, on est d'accord. Oui, alors encore une fois, quand vous n'avez rien à remettre en question, c'est plus facile lorsqu'on est jeune. Après quelques années, il y a beaucoup de gens qui finalement n'ont pas envie pour plein de raisons, et c'est ça qui est difficile. Je vais vous poser une question qui est peut-être un petit peu personnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous referiez exactement la même chose, ou est-ce que vous changeriez certaines choses ? Non, je referais tout pareil. C'est vrai ? Tout pareil. Ça tombe pile sur le gong, c'est magnifique. Le petit conseil, Pascal, que vous donneriez ici ce soir pour les jeunes qui voudraient se lancer dans une carrière dans le digital, dans le numérique, un conseil ou des conseils même, on peut élargir un petit peu, ce serait quoi ? Alors encore une fois, une carrière dans le digital, évidemment oui, parce que c'est vraiment là où il y a un secteur qui recrute, etc. Un conseil, c'est qu'il faut vraiment
il faut être plus que technophile dans ce marché. Il faut vraiment s'intéresser à la technologie. Je pense qu'il y a un vrai marché pour ceux qui comprennent la technologie. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit faire une école d'ingénieur, mais je pense que c'est vraiment important. Et puis ensuite, c'est pour ceux qui ont envie d'entreprendre, finalement, mon seul conseil, c'est allez-y, n'écoutez pas tous les freins qu'il peut y avoir autour de vous. Allez-y, essayez, et au pire, ça va marcher. Merci beaucoup, Pascal. On peut vous applaudir très très fort. Je précise, d'ailleurs on parlait d'emploi, qu'il y a le job dating qui est encore ouvert avec 60 entreprises du numérique qui sont là pour vous aujourd'hui, avec plus de 5000 offres d'emploi très concrètes. Donc si vous souhaitez en tout cas trouver du travail, potentiellement vous en avez ici aujourd'hui sur le déclic. Est-ce que vous avez des questions du coup pour Pascal Chevalier? Où tout est clair sur le parcours de Pascal, sur cette notion d'échec, sur le fait de transformer, d'appliquer la pensée positive? Tout est bon. Écoutez, merci beaucoup Pascal Chevalier, merci d'avoir été avec nous. Je vous précise de nouveau, merci Pascal.